effectivement, Fousseni Kindo, nous recevons à présent des éditorialistes ici pour la poursuite donc, de cette nuit électorale. Nous avons le plaisir de recevoir donc M. Germain Bitiou Nama, directeur de publication du journal L'Événement. Également sur ce plateau, M. Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso. Bonsoir et merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation tardive. Ouais, bonsoir Emmanuel, bonsoir Fousseni. Avant de revenir à vous, nous allons, Emmanuel, si vous le permettez, évoluer vers le quartier général des partis politiques où nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir ou bonjour. Bonjour, Fousseni Kindo. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment au niveau de ces quartiers, ce quartier général des partis politiques? Alors, Jean-Emmanuel Ouedraogo, Fousseni Kindo, vous pouvez être rassuré d'une chose, l'émission La Nuit électorale de la RTD est bien suivie en tout cas par les candidats. Nous avons pu le constater lorsque nous avons fait le tour de quelques sièges, de quelques QG. Je n'ai pas dit politique, nous avons commencé notre tour des quartiers généraux des partis politiques par le QG de l'UNUPS situé au 1200. Nous y étions à 22h, c'était le calme et le directeur national de campagne Athanas Boudou que nous avons rencontré, nous a fait comprendre qu'il travaillait dans la sérénité. On a pu constater le dispositif mis en place pour compiler les résultats qui leur parviennent des provinces par le biais de leurs directeurs provinciaux de campagne. À 22h35 comme ça, nous étions du côté du quartier général du candidat Ablaché Ouedraogo, côté opèche de l'échangeur de l'Est. Là, Ablaché Ouedraogo n'y était pas encore, mais rien de particulier. De la musique avec quelques militants qui étaient dans l'attente du candidat Ablaché Ouedraogo nous a confié le chargé de communication Sibiri Mané. À 0h00, c'est une ambiance avec un public amassé au bord de la voie, assis ou debout devant un podium paré aux couleurs du MPP qui nous a accueillis dans le quartier Nonsin, non loin de l'hippodrome. QG ou encore un siège national de la campagne du MPP. Et nous sommes sereins, nous a confié le candidat Rochmark Christian Kabouré que nous avons rencontré également. Là encore, une équipe technique est à pied d'œuvre pour compiler les résultats qui leur parviennent. Interdiction formelle d'accéder à cette salle, nous a fait comprendre la sécurité, on n'a pas incité. Alors dehors, le fait marquant, c'est cette ambiance festive en face de l'immeuble qui abrite le QG du MPP. Il faut passer à l'arrière-coup et gravir les marches de l'immeuble pour comprendre qu'un travail de compilation s'abattait dans la sérénité. Nous avons également pu en notre micro au vice-président Salif Diallo qui nous a fait comprendre également que lui aussi attendait dans la sérénité. Il se préparait mentalement aux résultats qui devraient tomber d'un moment à l'autre. Nous sommes présentement au quartier général de l'UPC, dans le quartier Goumé, non loin du lycée Nick. Et là, c'est un écran géant projetant l'émission que vous animez, que les militants présents sur les lieux sont en train de suivre religieusement. À l'intérieur, où on a également constaté un dispositif de compilation des résultats. Le candidat Zéphiré Diabré n'y était pas, nous a-t-on confié. Mais même sentiment avec Nathanaël Ouedraogo, directeur national de campagne de l'UPC, il dit être serein et nous l'avons trouvé en tout cas très détendu dans l'attente des résultats. Pour ceux qui nous, Jean-Emmanuel Ouedraogo, il y a un seul mot qui revient dans la bouche de la plupart des responsables politiques que nous avons rencontrés, sérénité, sérénité, sérénité. Voilà. Ok, merci à vous, Yacouba Ouedraogo. Je ne sais pas si Karim Sissé, du côté de Bobo Dioulasso, est en ligne. Lui également, il se trouve dans le quartier général du parti politique, dans la ville de Sia. Est-ce que Karim est en ligne? Karim Sissé? Bonjour Fousseni Kindo, bonjour Jean-Emmanuel Ouedraogo, bonjour les téléspectateurs de la RTD. Voilà, effectivement, à Bobo Dioulasso, les bureaux de vote ont fermé, ont arrêté les votes à 18h conformément aux dispositions de la CENI. Concernant en tout cas les tendances ici à Bobo Dioulasso, on peut dire qu'au centre de compilation de l'arrondissement 6,
Et sur 107 bureaux de vote, nous avons enregistré lors de notre passage la tendance de 5 bureaux de vote. Et en ce qui concerne cette tendance, Fousseni, ce qu'on peut dire, au bureau de vote numéro 1, concernant toujours l'arrondissement numéro 6, c'est le MPP qui vient en tête, suivi de l'UPC. Et en troisième position, nous avons le parti et le parent. Oui, Et bureau de vote numéro 3, il y a Zéphirin qui vient en tête, suivi de Rock et Taïrou en troisième position. Et bureau de vote numéro 6 et numéro 7, c'est toujours Zéphirin qui est en tête, et suivi de Rock, Marc-Christian Kabori. Au bureau de vote numéro 8, c'est Rock qui est en tête, suivi de l'UPC. Au niveau de l'arrondissement numéro 5, nous avons 11 bureaux de vote qui avaient en tout cas fait parvenir leurs résultats au niveau du centre de compilation à l'arrondissement numéro 5. Et quand on fait le point, c'est l'UPC qui est en tête dans la course là-bas. Okay, merci à vous, Karim Cissé. Oui. Oui. En fait, ce qu'on peut dire, la surprise, c'est surtout le parent qui est monté en force. Et partout où nous avons en tout cas pu colmater quelque chose pour les téléspectateurs, ce parti vient en troisième position. Merci, Okay, merci Karim Cissé. Cissé. Merci pour toutes ces informations. Alors, nous allons revenir sur ce plateau avec nos invités, nos deux éditorialistes. Alors, pour commencer, la même question. Comment vous avez vécu cette journée électorale, M. Naman? Bon, je ne sais pas si à 1h du matin, c'est justement mon vécu de la journée électorale qui intéresse les insomniaques qui sont en train de nous suivre en ce moment. Mais bon, puisque vous me posez la question, j'ai vécu la journée électorale de la manière suivante. Je suis allé voter dans mon village et puis j'ai rappliqué à Ouagadougou puisque vous m'y attendiez. Je suis donc revenu. Alors, ce que je peux dire tout simplement, c'est que le vote s'est passé dans le calme et la sérénité. Il n'y a pas eu d'incident, en tout cas que j'ai pu constater. J'ai remarqué aussi que du point de vue de la sécurité, les choses semblaient en tout cas être sous maîtrise, comme on dit. Et puis bon, ben voilà, c'était une atmosphère bon enfant, bien qu'on sente quelque peu une certaine inquiétude au niveau de ceux qui animent les différents partis au niveau du village. Voilà ce que j'ai pu retenir. Oui, et Dieudonné, à votre niveau, quels sont les enseignements certainement qu'on peut retenir de cette journée riche, certainement qui marque une étape dans l'histoire du Burkina Faso? Oui, je dirais que c'est le 29 novembre, c'est une journée d'une historialité inégalée pour les Burkinabés parce que c'est quand même une première que les Burkinabés vivent une élection historique inédite parce qu'elle se déroule sans vraiment qu'on sache à l'avance, c'est très important, le caractère indétermination du vainqueur aujourd'hui est quand même une donnée fondamentale. On ne sait pas qui va gagner. Vous voyez que les résultats qui viennent de tomber chaque fois font que, en tout cas, nul oracle aujourd'hui ne peut vous dire qui va gagner, quelle sera l'identité du prochain locataire de Kosiam. Donc, je pense que c'est vraiment un des enseignements. Bon, c'est vrai qu'il y a, comme je l'ai dit, bon, dans l'éditorial qui apparaît ce matin, sans doute y a-t-il eu des fraudes ou des tentatives de fraude, mais je pense que c'est une des élections burkinabées les mieux épiées, parce que vous avez 16 000 observateurs qui sont là, nationaux et internationaux, et qu'il y ait des fraudes ou des tentatives, il y en aura, il y en a eu, mais de là à ce que ces fraudes puissent impacter véritablement les résultats définitifs, il faut en douter. Demain, votre une, c'est laquelle? Oh, bon, aujourd'hui au Faso. Oh, la une demain, je pense qu'on met l'accent un peu sur les 5 500 000 électeurs qui vont voter un président et 127 députés. L'ambiance avec les envoyés spéciaux à Bobo, Koudrou et Yuya. Et nous avons fait un éditorial qui a pour titre les nerfs à fleur de vote.
c'est-à-dire les Burkinabés avaient vraiment envie de voter, parce que quand on regarde déjà le corps électoral, ça dénote avec ce qui se passait avant, parce qu'on avait quoi? On avait 3 millions d'électeurs et finalement il y a 1 million qui votaient, donc ça délégitimait même le président élu. Or ça, on a 5 millions, déjà c'est un corps électoral consistant, donc les Burkinabés ont vraiment envie de voter. Alors, est-ce à dire que vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu? Parce qu'on sait quand même que les éditorialistes, très souvent, en pareilles circonstances, ont leur... Non, on ne peut pas. Non, non, on ne peut pas. Aujourd'hui, là, il faut se fier vraiment aux résultats de la CENI. Nous sommes tous accrochés. Et d'ailleurs, grâce à la RTB, vraiment, qui nous fait vivre vraiment ces résultats-là en direct, ces tendances, du moins, je pense qu'il faut se fier à ça. Du reste, le CSA a fait un communiqué. Il faut s'en tenir aux résultats vraiment de la CENI et ne pas faire dans le sensationnel. Alors, Monsieur Nama, on l'a longtemps clamé, des élections libres, transparentes et donc démocratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce qui a été clamé depuis longtemps a été donc, en tout cas, traduit dans la réalité du terrain? Attendant les résultats des constats d'observation, mais ce qui m'est donné, en tout cas personnellement, de constater, c'est que apparemment les choses se sont bien passées sous ce rapport. Je n'ai pas eu à constater ni à entendre des critiques concernant vraiment des fraudes avérées. Il y a eu, bien entendu, un certain nombre de choses qui ont été, disons, révélées, d'irrégularités. Je ne peux même pas dire que c'est des irrégularités, mais en tout cas, ce qui m'est apparu, c'est que bon, la tendance générale qui se dégage, c'est que bon, les élections, en tout cas, se sont bien passées. Maintenant, il faut attendre les presque 18 000 observateurs qui sont sur le terrain. Ah, c'est 18 000, moi j'étais en deçà. 17 800. 16 000. 17 800. Plus de 17 000. Voilà, plus de 17 000. Alors donc, on peut arrondir à 18 000 observateurs qui sont sur le terrain. Sans doute, ces gens-là vont nous rapporter quand même quelque chose de plus pointu. Mais pour le moment, globalement, par rapport à ce qui nous parvient, on peut dire que ça se passe bien. Ceci étant, je voudrais rebondir sur la question, effectivement, des tendances dont vous parlez. Il est prématuré, effectivement, de nous prononcer sur ces questions, d'autant que les résultats qui nous parviennent ne sont pas des résultats des centres de compilation. Parce que c'est les résultats des centres de compilation qui peuvent être appréhendés comme étant des résultats assez sérieux, parce que quand même, ça donne un volume important de bureaux de vote concentrés, n'est-ce pas, dans un centre de compilation. En ce moment-là, je crois qu'on peut dire que là, voilà une tendance nette qui se dégage en faveur de l'un ou l'autre. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a quand même deux dinosaures qui émergent, qui se dégagent de cela. Et bon, écoutez, il faut se réjouir que quand même, dans la scène politique burkinabé, il y a quand même une bipolarisation à force sensiblement égale. Et c'est déjà important. Oui. Au regard de ce qu'on sait, sous le régime défunt, où il y avait un hyper-parti, avec à côté vraiment des partis, j'allais dire un peu, qui se cherchaient. Oui, et Germain Bitionama, est-ce que le fait de ne pas donner souvent ces tendances, est-ce que c'est de nature à rassurer? Parce qu'on le sait, il y a des inquiétudes, il y a des appréhensions de part et d'autre. Mais est-ce que, de votre avis, le fait de donner ça au fur et à mesure, ces tendances, est-ce que ça ne rassure pas davantage de l'acceptation des résultats qui vont être donnés en fin de compte? Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais vous savez, nous sommes dans une démocratie balbutiante. Hein. En tout cas, nous faisons nos premiers pas, pas nos premiers pas si vous voulez, mais nous ne sommes pas une démocratie établie. Et même le personnel politique aujourd'hui, y compris tous les acteurs de la société civile et tout, sont un peu frileux par rapport à cela. Et vous pensez bien que monsieur le maître Barthélemy Kéré, président de la CENI, a bien envie de nous donner des tendances, et même maintenant, il a bien peur de se tromper. Donc il veut s'assurer effectivement d'avoir de bons résultats avant quand même de s'engager, n'est-ce pas, dans la diffusion. Est-ce que c'est se tromper seulement? Parce qu'on a aussi vu au niveau de la CODEL, oui, ils ont les mêmes moyens que la CENI pour nous donner des tendances à des instants T.
Mais bon, peut-être le monopole qui est révolu à la CENI, est-ce que ce n'est pas ça qui explique Je n'ai pas compris pourquoi la CODEL aussi est restée un peu accrochée au basque de la CENI. A priori, ce sont quand même des gens de la société civile. Ils devraient avoir leur indépendance par rapport à leur autonomie, en tout cas, ne serait-ce qu'intellectuelle, vis-à-vis de la CENI. Vous avez des résultats, il faut les donner. Maintenant, vous allez les justifier. Ces résultats ne sont pas inventés, ils sortent des bureaux de vote, vous les donnez, tout simplement, parce que vous aussi, vous avez une responsabilité vis-à-vis, effectivement, de la frange de la société que vous représentez. Vous êtes la société civile, vous n'êtes pas, effectivement, dans l'organisation, j'allais dire, étatique de l'élection. Donc, à mon avis, leur frilosité, je ne la comprends pas. Mais est-ce que là, le risque, ce n'est pas d'entrer tout de suite en concurrence? En tout cas, c'est l'impression que ça pourrait donner par rapport donc, à la CENI qui est censée être, en tout cas, l'organisme habilité à donner les résultats provisoires. En tous les cas, les vrais résultats, c'est la CENI qui les donne. Les résultats que va donner, par exemple, la CODEL ne sont que des indications, c'est-à-dire en attendant que la CENI puisse les confirmer. Et je vous fais remarquer que même les résultats qui sont donnés par la CENI ne sont pas des résultats définitifs, c'est des résultats provisoires à charge, n'est-ce pas, pour le Conseil constitutionnel de confirmer ou, j'allais dire, de rectifier certaines choses avant de donner les vrais résultats, les résultats définitifs. Alors, est-ce que ce dispositif de la société civile cette année, M. Zungrana, est-ce que ce n'est pas une manière de mettre la pression sur la CENI? Je sais que ceux qui de la société civile qui étaient là s'en étaient défendus, mais est-ce que ce n'est pas une forme de pression qu'on exerce également sur la CENI, qui est consciente que la société civile également Non, bon, peut-être pas une fois, mais c'est pour dire que, bon, en fait, il y a un autre œil, il y a un autre mécanisme qui est à mesure aussi de donner les résultats. Mais je pense que si la CODEL se montre si précautionneuse, bon, c'est que peut-être effectivement elle ne veut pas brûler la politesse à la CENI. Mais ailleurs, nous avons des instituts de sondage qui disponibilisent les résultats. Oui, mais par exemple, si vous prenez l'élection présidentielle au Sénégal en 2000, c'est les radios FM qui directement ont donné pratiquement les résultats donnant la victoire à Abdoulaye Wade. Donc bon, effectivement, on ne comprend pas ce silence radio de la CODEL, mais effectivement, le fait qu'elle soit là, il y a quand même un peu une pression, oui, on peut appeler ainsi, sur la CENI qui est obligée, effectivement, de mettre les bouchées doubles pour donner les résultats à temps. Mais je pense aussi que souvent, effectivement, quand on traîne à donner les résultats, ça ne rassure pas les électeurs parce qu'on se dit que, bon, on est en train de flouer certaines parties de leur victoire ou bien, mais aussi, à contrario, il ne faut pas donner des chiffres erronés. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que sur les frêles épaules de Maître Barthélemy Kéré pèse effectivement, en tout cas, le poids de cette responsabilité-là. Oui, et on l'a dit, il y a eu... Si vous permettez, je vais réagir sur cette question. Moi, je pense que la CENI n'a pas les résultats. La CODEL n'a pas non plus les résultats à l'heure où nous parlons. Oui, vous savez, le problème... À cette heure-ci, il n'y a pas de résultats. Donc, ils n'ont pas de résultats à donner, en quelque sorte. Alors, s'ils se mettent à donner des résultats bureau de vote par bureau de vote, ils vont nous épuiser. Au niveau de la CENI, si je parle sous le contrôle de Godefroy Bazier, qui est au niveau du quartier général, il y avait déjà certaines premières tendances qui sont arrivées et la CENI devait statuer là-dessus. Mais vous verrez bien. Oui. Or, il y en a jusqu'à 362. Exactement. Je pense. Donc, vraiment, c'est fastidieux vraiment de... Alors, et même c'est partiel, ce n'est pas encore toutes les choses. Tout à fait. Donc, je crois effectivement, à l'heure, il est 1h25. Je pense qu'actuellement, la CENI ne dispose pas quand même de toutes les tendances. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent les chiffres. Ça, c'est ça. Les gens veulent les chiffres, mais de bons chiffres. OK. Alors, actuellement, on sait que véritablement, cette journée historique du 29 novembre, c'était l'objectif ultime, disons, de la transition. Le Premier ministre l'a confirmé sur ce plateau. Est-ce qu'on peut parler ce soir d'une mission accomplie, en tout cas en ne présageant pas de la suite, et si vraiment les oiseaux de mauvais augure ne nous traînent pas vers des situations, est-ce que c'est une mission accomplie aujourd'hui pour la transition? Monsieur Zungrana. Bon, je pense qu'effectivement, par exemple, comme tout bon film, il faut attendre le clap de fin pour dire si le film est intéressant ou pas.
Mais à la vérité, bon, l'élection de ce 29 novembre-là, je dirais que c'est un peu les linéaments de l'épilogue de la transition. On est en train de refermer la douloureuse parenthèse de ce que nous avons vécu depuis fin octobre jusqu'à maintenant. Mais, à mon avis, tant qu'il n'y aura pas la vérité et la justice, je crois que la saga comparée ne peut pas être refermée comme ça. Ça, c'est mon opinion à moi. Oui, Germain Bitu, est-ce que c'est votre sentiment qu'il faut être prudent, que tout n'est pas fini? Est-ce que ce n'est pas une mission accomplie? Ben, je vais quand même moduler un peu ce que mon collègue, mon confrère vient de dire. C'est vrai, ce qu'il a dit, c'est entièrement vrai. Mais ce que je dis simplement, c'est au regard des défis que nous avions à relever qu'on peut dire, se prononcer si la mission est accomplie ou non. Parce que vous voyez, il y avait beaucoup de menaces qui pesaient sur ces élections. Et jusqu'à ce que les bureaux de vote ferment, moi j'avais toujours le sentiment que les choses ne sont pas jouées. Pourquoi? Tout simplement pour des questions sécuritaires. Et si vous avez suivi un peu les réseaux sociaux, quelque part j'ai pu lire que c'est peut-être des fausses alertes, n'est-ce pas, pour un peu perturber effectivement l'esprit des gens. Et on dit que des djihadistes se seraient manifestés effectivement sur telle ou telle frontière. Moi j'ai lu ça sur Facebook aujourd'hui. Vous savez très bien que c'est des risques qui persistaient sur cette transition-là. Mais fort heureusement, jusqu'à 18h, rien ne s'est passé, en tout cas à entendre les correspondants qui nous ont fait parvenir les constats d'observation et tout. Je pense donc que sur ce plan-là, en attendant que les résultats sortent, je peux dire que la transition a atteint quand même son objectif, sous réserve que cela puisse être définitivement confirmé par la proclamation des résultats. Monsieur Zungrana. Oui, effectivement, depuis le coup d'État avorté du 16 septembre, je crois que la plus grande hypothèque qui pesait sur cette élection-là, c'était la question sécuritaire. Et jusqu'à la dernière minute, bon, chacun était là et puis un peu frileux parce qu'on ne savait pas ce qui allait advenir. Bon, et je pense que effectivement, sous réserve d'inventaire ou de choses, on peut pousser un petit ouf de soulagement. Oui, on l'a vu même, il y a une certaine presse qui a dit que le Burkina a connu plusieurs attaques djihadistes. Bon, je ne voudrais pas qu'on polémique là-dessus, mais... Exactement, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le fait que les choses se soient bien passées, est-ce que ce n'est pas véritablement la preuve également que le système de sécurité, le maillage sécuritaire qui a été donc élaboré et présenté depuis quelques jours, ce n'est pas également le signe de l'efficacité, en tout cas de ces déploiements-là, M. Lavo? Mais je pense bien que oui, effectivement, il y a eu un déploiement sans précédent, n'est-ce pas, des éléments sécuritaires. Je me suis laissé dire que même un certain nombre de militaires et de gendarmes à la retraite ont été rappelés. On a même fait appel. Voilà, on a fait appel à ces gens-là, des gens même que je connais, qui ont été rappelés, n'est-ce pas, pour renforcer la sécurité. Je pense donc qu'on peut dire que ça a été un défi qui a été magnifiquement relevé. Mais je peux observer aussi que ça n'est pas facile pour ces gens parce que je les ai un peu regardés et parfois j'avais pitié d'eux. La tâche est lourde, effectivement. Certains avaient l'air vraiment d'être fatigués parce que ça fait des jours et des jours qu'ils sont mobilisés. Ils ne sont pas mobilisés comme les observateurs à partir de 2-3 jours. C'est depuis longtemps qu'eux, ils sont mobilisés, ils sont sur le terrain. Donc, des gens en train de veiller, de voir, de scruter pour voir quelles sont les sources de danger et tout ça. Bon, Dieu merci, ça a l'air de bien se passer. Que Dieu fasse que demain, on se réveille encore sous de bons auspices. Oui, Dieudonné. Oui, je crois qu'au total, il y a près de 25 000 policiers et militaires qui sont actuellement nos sécurocrates. C'est ce qu'avait annoncé le ministre Zagré. Voilà, sécurocrates, et vraiment qui ont fait un travail formidable. C'est dissuasif parce que c'est depuis des semaines et bien avant le jour J, le 29, ils étaient déjà déployés. Et je crois aussi que ça a contribué à rassurer et à dissuader, bon, éventuellement, ceux qui voudraient vraiment troubler la quiétude des Burkinabés. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les Burkinabés ont voté, mais depuis pratiquement des semaines, les candidats
non seulement à la présidentielle, mais aussi aux législatives, ont donc sillonné l'ensemble du pays pour donc battre campagne et puis aller à la chasse aux électeurs. Alors, comment vous avez apprécié cette campagne? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, selon vous, par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent, M. Lam? Ben, écoutez, je vois que beaucoup de candidats ont véritablement parcouru le Burkina de fond en comble. Et cela pas une fois. Si je prends, par exemple, les deux principaux candidats, ça fait deux fois qu'ils font le tour du Burkina. Alors, ajouter à cela, même ceux qui sont considérés comme des petits candidats, mais vraiment ont fait l'effort de parcourir le pays. Le maximum de localités. Voilà, du nord au sud, en partant par l'est et l'ouest. Donc vous voyez qu'il y a un effort qui a vraiment été fait. Je n'ai pas souvenance, en dehors de Natama, n'est-ce pas, qui a semblé s'être affaibli, évanoui. Bon, il s'en est expliqué, il a dit que c'est vraiment un mal de ventre passager, mais il a repris. Juste le lendemain, il nous a servi une petite course. Voilà, oui, j'ai vu ça. On a vu quand même Dandina. Et puis, D'accord. Donc vraiment, ils ont tous tenu le coup. Et Dieu seul sait combien les routes de notre pays, de l'arrière-pays, sont extrêmement mauvaises. Et donc, je pense que c'est véritablement quelque chose qui est épatant. Cela dit, je pense également aussi que du côté des discours, grosso modo, je pense que là aussi, nous avons eu affaire à une campagne qui a été bien nourrie en termes d'explication, de défense des programmes. Même si certains ne sont pas convaincants, il faut quand même reconnaître qu'ils ont essayé de défendre leur programme. Beaucoup ont apporté des chiffres pour illustrer, pour défendre leur programme, et je crois que c'est déjà quand même quelque chose. On ne se contente pas, n'est-ce pas, de faire des proclamations générales, et on essaye de donner, j'allais dire, une traduction chiffrée au programme. C'est quelque chose qui est rare. On a senti la méthode. Voilà, nous sommes à telle situation aujourd'hui. Voilà. Si je suis président, j'essaierai de relever les chiffres à tel niveau. Ouais, mais tout simplement aussi, je pense, c'est là vraiment une révérence que je fais à vos confrères, à nos confrères, qui ont fait le remarquable travail, j'allais dire, de questionnement, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de plateformes de discussion qui ont été offertes aux candidats. Et vous voyez, par exemple, vous avez fait, presque de manière indépendante, vous avez offert une plateforme aux candidats. Vous savez qu'il y a Faso Média qui est là, qui a effectivement, il y a 60 radios, n'est-ce pas, qui en même temps donnent une série d'émissions. Voilà. Mais ça, c'est vraiment du jamais vu dans ce pays. Donc, pendant au moins 3 semaines, ce pays a connu un bouillonnement d'idées, et je pense que ça devrait rester. Oui, oui, bon, c'est une campagne où vraiment les différents candidats ont eu l'occasion vraiment de s'exprimer, même si c'est vrai, par exemple, à notre niveau où on n'avait pas vraiment le programme de certains candidats, parce que pour les joindre, soit bon, ils vous disent que, bon, ou bien il y a trop de meetings qui ont été reportés ou annulés. Bon, nous, au niveau des médias froids, par exemple, la presse écrite, ça nous déprogrammait parce que vous envoyez quelqu'un, un journaliste, à Bobo, à Koutougou, pour couvrir un meeting arrivé, on vous dit que le meeting a été... Bon, à part ça, je pense qu'effectivement, chaque candidat a eu le loisir vraiment d'exposer son programme, et c'était vraiment inédit. Bon, et le marketing politique aussi, c'est ça, c'est la communication. Et si vous voyez que, sous réserve justement que les chiffres se confirment, un Tahirou Bari du parent pourrait être la révélation. C'est parce que, du point de vue de sa logorée politique, il s'est montré convaincant. Il y a un prophète qui l'avait prédit. Voilà, et bon, je ne voudrais pas pousser ni qu'on rentre dans les prédications du père Bouglo. Bon, vraiment, bon, du frère Bouglo. Mais je pense que, bon, ce sera sans doute la révélation de cette élection. Mais c'est ça aussi, vous savez bien qu'une campagne aussi, il y a les moyens, mais il y a la communication. C'est carrément un arsenal. Et vous savez qu'aux États-Unis, en 2008, Obama a gagné cette élection-là grâce aux spin doctors.
c'est-à-dire les communicants, c'était vraiment c'est une race d'hommes qui sont vraiment à la limite, je ne sais pas quel qualificatif, mais c'est vraiment des hommes qui peuvent vraiment vous vendre, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc vous estimez que cette campagne a marqué une étape, une ère dans la communication politique au Burkina, dans la communication de façon générale. Le journaliste que vous êtes, par exemple, n'a plus le monopole d'informer, mais d'informer, d'aller plus loin dans les analyses. Je ne vois pas ça sous cet angle. Parce que vous savez aussi que les partis politiques, on l'a dit, l'une de leurs faiblesses ainsi justement, c'est qu'ils n'ont pas de communicants politiques. On prend un chargé de communication ou bien un attaché de presse, tout juste pour justement, quand le président veut donner une conférence de presse où il y a un communiqué, on balance ça aux médias. Mais véritablement, ça commence à venir parce que les hommes politiques ont compris qu'il faut qu'ils s'attachent les services d'un communicant politique. C'est très important. Pas seulement pour lui dire, voilà, il faut convoquer la presse, mais pour lui dire souvent même, monsieur le président, ici à tel endroit, vous ne devez pas vous mettre en veste, mais vous devez vous mettre en dessous. Ici, ce discours-là ne passe pas, mais voilà comment vous devez vous exprimer, vous ne devez pas vous comporter ainsi. Voilà, un communicant, c'est ça, la communication est aussi langagière, elle est gestuelle, elle est vestimentaire. Donc je crois que ça commence à venir parce que les gens, mais je pense pas que ça soit un peu le monde. Parce que le journaliste et le communicateur, c'est différent. Le journaliste dérange, le communicateur arrange. Donc c'est deux domaines assez différents. Mais une chose est sûre, on est loin par exemple du spectacle qui nous a été servi lors de la dernière présidentielle avec des candidats qui pouvaient à peine aligner deux bonnes phrases dans la langue de Molière. On se souvient des bêtisiers, on va baiser les prix, on va faire ceci. Oui, bon, c'était navrant, c'est vrai, parce que les discours ne volaient pas haut. Bon, c'est aussi un apprentissage. Mais je crois aussi que c'est dû aussi à l'indigence, vraiment, je ne sais pas, intellectuelle ou à la culture générale de certains candidats, bon, qui subitement se découvrent vraiment un destin national, bon, pour non, souvent aussi, je crois aussi qu'il faut un minimum quand même, et là, je suis d'accord avec certaines personnes, il faut un minimum quand même pour prétendre vouloir être président de la République. Il faut, si vous ne pouvez pas vous exprimer correctement, bon, il y a quand même un problème. Emmanuel, avant de continuer, on va voir est-ce que Tougan est en ligne avec Bouma Ernest Nebier. Bouma n'est pas en ligne, on poursuit Emmanuel. Voilà ce qu'on a remarqué, le fait marquant véritablement de cette campagne électorale, ça a été donc l'interdiction des gadgets. Alors, quel a été l'impact selon vous? Est-ce que ça a contribué véritablement à donner, en tout cas, cette campagne de haut niveau à laquelle on a assisté? Moi, je pense que ça a peut-être pu permettre à nos candidats d'économiser un peu. Mais je ne pense pas que ça ait joué, n'est-ce pas, sur la qualité, n'est-ce pas, du débat politique, parce que c'est deux choses totalement différentes. Ailleurs, on fait les gadgets, mais le débat politique n'en est pas moins relevé. Voyez-vous, ce qu'il faut, c'est que effectivement nos candidats se mettent à l'esprit que la campagne politique, ça n'est pas effectivement une tournée, j'allais dire, de parade, parce qu'il y en a qui le prennent comme ça, une tournée de parade. Aujourd'hui, tout le monde sent que être candidat, prétendre effectivement à Koussiam, ça demande beaucoup d'efforts. Moi, j'ai vu un candidat qui m'a beaucoup impressionné dans la maîtrise de son programme. Donc, vous taisez volontairement le nom, ou bien oui, vous ne voulez pas... Non, parce que c'est faire la différence entre... Voilà, non, c'est faire la différence entre les candidats. Permettez-moi, n'est-ce pas, de rester dans l'anonymat. Okay. Et ce débat-là, il était tellement dense que je me suis permis d'envoyer 2 SMS à chaque débatteur, en quelque sorte. Parce qu'effectivement, le débat était de très haut niveau. Pourtant, il était contradictoire sans en prendre la forme. Voyez-vous? Parce que les débats contradictoires à ce stade-là, avouons qu'il y a eu très peu. C'est-à-dire les gens s'asseyent et ils expliquent leur programme. Mais là, les gens expliquent leur programme, mais ils voient leur programme attaqué par l'autre
Et puis ils réagissent, et donc cela instaure un débat contradictoire. Et j'ai trouvé cela très intéressant. Bon, alors moi je ne voudrais pas aller à contre-courant. Je disais aux gens, peut-être que ça peut me satisfaire subjectivement. Moi je verrais bien un deuxième tour où effectivement on mettra face à face deux personnalités qui vont effectivement continuer à nous expliquer leur programme, à répondre aux invectives de l'un et de l'autre. Le fameux débat télévisé. Le fameux débat télévisé. En tant que journaliste, on ne peut que vous accompagner. Vraiment, c'est du pain béni pour nous. Et je souhaite effectivement que... bon, je sais que ça, ce discours-là, les gens n'entendent pas ça de cette oreille-là aujourd'hui. Chacun veut un coup KO, mais voilà, mais je fais remarquer, puisqu'on parle d'un coup KO, que le coup KO là, bon, ça ne serait pas les 14 qui vont faire le coup KO, parce que chacun a dit, tous les candidats, autant qu'ils sont, ont promis faire un coup KO. Ouais. Mais au soir du 29 là, hein, j'allais dire, au pire, il y aura deux candidats qui vont effectivement sortir du lot. En tous les cas, deux candidats sortiront du lot, mais peut-être aussi qu'il y aura un candidat qui va faire le coup KO. Oui, Dieudonné, est-ce que, bon, il faut aussi regretter pour certains ces joutes oratoires que d'aucuns n'ont pas estimé assez à la hauteur d'un Burkina post-insurrectionnel, d'insurgés, des résistants? Non, bon, les joutes oratoires, bon, c'est bien lors des campagnes, mais il faut écouter au-delà de l'aspect comme ça formel, quelle est la quintessence du discours que le candidat il livre à ses militants. Je pense que ça, bon, mais ce n'est pas, mais ce qui est important, moi je retiens que le discours quand même a gagné en pertinence, quand même avec les 14 candidats. Mais bon, comme j'aime à le dire, vous savez bien, mon confrère disait tout de suite qu'il y en a qui sont là pour faire du tintamarre. Vous savez que dans cette fournée de 14 candidats, bon, il y a naturellement les favoris, comme je le dis. Bon, je ne sais pas s'il existe ici des outsiders ou des faiseurs de roi dans ce cas d'espèce. Et puis vous avez un peu les saltimbanques, ceux qui sont là pour un peu amuser la galerie. Il y en a aussi. Dans ce jeu, je ne citerai pas de nom pour suivre mon confrère, mais il y en a qui sont là, bon, ils ont surgi de nulle part. Non, je ne suis pas d'accord parce que quand même, quand on fait de la politique, il y a un cheminement. La génération spontanée en politique, ça, vous ne pouvez pas prospérer. Il faut quand même que vous ayez un parcours et après on ne peut pas surgir comme ça. Non, je ne dis pas, oui, on dit non, tout le monde peut être... Mais bon, du jour au lendemain, moi en tant que journaliste, ça fait quand même près d'une vingtaine d'années que vraiment, bon, je suis la classe politique, tout. Bon, mais subitement, souvent, tu vois des gens qui viennent et qui se présentent à la magistrature suprême. Bon, ils ont le droit, mais quand même, bon, qu'ils sachent que quand même, bon, ça ne sera pas une promenade de santé parce que non seulement personne ne les connaît. Personne ne les connaît et dans le landerneau politique, il faut quand même qu'on vous connaisse un peu. Vous allez, bon, même dans votre fief, certains se demandent, bon, il est sorti. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ces gens-là ont peut-être d'autres visées? Peut-être qu'eux-mêmes n'y croient pas vraiment. Tout à fait. On paie 25 millions et on se fait une grande publicité. Voilà, mais pourquoi? Bon, c'est vrai que j'ai entendu que ça étoffe le CV. Après, le secret, comme m'a dit voilà, que, en fait, bon, quand on met bon, dans son CV, bon, ancien candidat à la présidentielle, bon, ça ouvre certaines portes. Peut-être pour cette raison, mais sinon je ne pense. Et d'ailleurs, bon, on a eu dire que bon, les 25 millions qu'on a donnés comme subvention, bon, c'était maugréé parce qu'ils s'attendaient, ils sont allés en fait emprunter 25 millions pour la caution, donc ils s'attendaient à ce que la subvention de l'État soit plus, comme ça ils allaient en tout cas bon, enlever leur quote-part et puis bon, malheureusement, ces 25 millions, ceux qui avaient emprunté vont aller rembourser. Bon, donc ça fait que pratiquement certains ne pouvaient pas battre campagne. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui sont impécunieux. Ils n'ont rien, franchement, et ils veulent être président du Faso. C'est compliqué. Avant de poursuivre, est-ce que Drissa Serré, du côté de Djibo, est en ligne ou Bouma Ernest Nebié à Tougan? On pourrait rentrer en contact avec eux. Ok. Et donc, on nous signale que ni Drissa ni Bouma Nebié ne sont en ligne. Voilà, Dieudonné Zungourana, sur cette question de... Oui, ils dorment. En espérant que pas. Sur cette question de l'impact de l'interdiction des gadgets, est-ce que vous pensez que
la qualité du débat, en tout cas lors de cette campagne électorale, là, ou en tout cas des joutes, peut être liée à... Non, 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 il y a pas, je ne crois pas qu'il y ait un rapport entre l'absence des gadgets et puis le niveau du débat. Moi, je vois plutôt le côté festif de la campagne. Parce que vous savez que dans le Burkina profond, quand les militants ou les badauds, chacun s'habille à l'effigie du candidat, on vient, ça donne une coloration, vraiment le côté folklore ludique à la campagne. Mais hormis ça, il y a aussi le fait que les pailles, au village, c'est quand même un bien précieux parce que souvent, les grands jours, on porte les pains, après on s'en va, on le pose vraiment dans la case. Mais je ne pense pas que ça a eu un impact vraiment sur la communication, les discours de non. Je ne pense pas. Et puis, je ne pense pas que ça enlève grand-chose, hormis que, ça faisait quand même gagner des marchés à certaines personnes parce que les t-shirts, c'était quand même une industrie qui tournait. Oui, et quelqu'un l'a dit également sur ce plateau, il n'y a pas que le symbole gadget qu'il faut voir, mais c'est tout ce que ce gadget-là peut créer chez l'électeur qu'il faut aussi appréhender. Parce que pour celui du Burkina profond, lui donner un t-shirt, il est reconnaissant à celui qui lui a donné. Oui, mais je crois aussi que la loi, il faut la contextualiser. La loi aussi visait en fait un peu le temps du régime déchu. Parce que, au temps du régime déchu, le CDP, effectivement, excellait justement dans cette boulimie des gadgets parce que vraiment, c'était vraiment exponentiel. Donc, effectivement, au village, si vous arrivez à distribuer des t-shirts et puis des pagnes, quand même, il y a certains qui vous sont reconnaissants parce que quand même, ça fait un habit neuf et puis on s'habille, on est content parce qu'il y en a qui sont à ça près. Donc, je pense qu'en fait, cette loi même, il faut la compter. Moi, en tout cas, je l'ai perçue comme ça. Hein, c'est un peu... je pense qu'elle est même un peu en décalage parce qu'on visait... Parce que sous l'ancien, le régime déchu, c'était vraiment ça qui faisait aussi la différence. Parce que je ne voyais pas un parti qui pouvait concurrencer le CDP dans ce domaine-là. Alors ce soir, on va revenir en tout cas aux élections et puis l'attente de ces résultats provisoires-là. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez des appréhensions? Écoutez, moi, je parle d'appréhension particulière. Moi, j'ai écouté effectivement les principaux candidats qui sont disposés, n'est-ce pas, à accepter les résultats tels qu'ils viendront. Ils vont les accepter, mais ça ne veut pas dire que s'il y a des irrégularités, qu'ils n'usent pas de leurs droits à la contestation, puisqu'il y a quand même des procédures juridiques qui sont prévues pour ça. Donc, il n'y a pas de problème. Mais des appréhensions, c'est vrai que c'est normal, n'est-ce pas, que le perdant soit déçu. Hein, et ça, mais si, on sait peut-être que les leaders sont dans cette disposition, mais est-ce qu'ils ne risquent pas d'être débordés, par exemple, par leurs militants à leur base? Écoutez, ils ont la responsabilité aussi de tenir leur base, hein, parce que c'est ça aussi être leader. Si vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, de tenir votre base, ça pose problème. C'est vrai que, si le discours a été, en tout cas, un discours d'apaisement, un discours de paix pendant la campagne électorale, il n'y a pas de raison que brusquement ça dérape. Donc, quelque part, si ça dérape, c'est que on a eu effectivement à semer quelques germes que nous n'avons peut-être pas perçus à sa dimension réelle, mais sans doute que effectivement il y a eu quelque chose dans ce genre-là et qui est effectivement était la source, n'est-ce pas, des dérives qui pourraient effectivement intervenir. Alors, Dieudonné Zungrana, comme beaucoup l'ont proclamé, le coup KO préparait les militants juste au coup KO et rien d'autre. Est-ce que ça ne peut pas nourrir des appréhensions ce soir? Si le coup KO est gagné à la régulière, si le vaincu ne se sent pas floué de sa victoire, pourquoi il y aurait des violences post-électorales? Ceci dit, je veux un peu dire pratiquement ce qu'a dit mon prédécesseur. Si vous prenez les deux pachydermes du marigot burkinabé, Marc-Christian Kaboré et puis Zéphirin Diabré, qui pourraient incarner le duel au sommet au cas où il y aurait un second tour. Tous les deux ont dit, chacun à ce qui le concerne, qu'il acceptera les résultats vraiment tels qu'ils se présenteront. Donc je pense que, j'ai pas beaucoup de circonspection
par rapport à l'éventualité de violence post-électorale. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est quand même une élection qui a été suivie et vous vous rendez compte vraiment pour frauder, à moins que ça ne soit en complicité avec la CENI, c'est difficile parce que pour celui qui a suivi le processus et aujourd'hui, dans un Burkina post-insurrection, vraiment, pour frauder et puis arriver à gagner, vraiment, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il faut être très ingénieux. Oui. Pour la petite histoire, oui, le coup KO, en fait, qui est le quart de tour, qui est une invention de Salif Diallo, a failli créer effectivement la tambouille au niveau de la classe politique. Vous savez très bien que certains ont pu penser que c'était là les prémices d'une intention de fraude. Bon. Et ça tombait dans la période où on parlait de cartes d'électeurs ou de cartes qui fraudaient là. Exactement, ça avait amplifié justement la polémique. Or, si vous observez Salif Diallo, n'est-ce pas, dans son fonctionnement politique, mais c'est un provocateur né. Si vous le suivez, il va vous fatiguer dans ses provocations et c'est vous qui allez effectivement abandonner et lui continue son chemin. Alors, il faut aussi que les gens comprennent que la campagne politique, c'est ça. C'est ça aussi. C'est la stratégie. Voilà, exactement. C'est la stratégie d'épuisement de l'adversaire. Et il est vraiment, c'est un maître un peu comme en boxe. Mais oui, tout à fait. On amène le... oui, bon, je pense que, bon, pour ne pas le nommer Salif Diallo, souvent je le lui dis, bon, c'est vraiment le Machiavel du Yatenga. Salif Diallo, aujourd'hui, c'est un animal politique. C'est un Machiavel. Je lui ai dit que, mais je pense que, Machiavel dans le sens vraiment de celui qui veut conquérir le pouvoir et le conserver. Assurément, Salif Diallo, c'est un Machiavel politique. Bien, nous allons poursuivre avec Bouma Nebié qui est du côté de Tougan. Bouma, bonsoir. Il faut dire bonjour. Oui, bonjour, oui, tout à fait, bonjour. Mais comme je n'ai pas dormi, certainement que je n'ai pas de limite entre la soirée et la matinée. Alors, il faut dire qu'actuellement, à l'heure actuelle, nous sommes au CCPR, le centre communal de compilation des résultats de Touga. Alors, tous les résultats des 66 bureaux de vote vont descendre donc là-bas. Et ces résultats seront saisis et convoyés à la CENI, à Ouagadougou. Et voilà, nous pouvons vous donner quelques tendances de ces résultats venant donc des bureaux de vote. Allez-y. Alors, les résultats, les tendances en ce qui concerne la présidentielle, il faut dire que dans la commune du Tougan, en ce qui concerne les tendances pour la présidentielle, 3 candidats sont favoris. Il s'agit d'Europe, Marc-Christian Kabouri et Saran Sérémé et Jeffiren Diabri. La tendance au niveau, par exemple, du bureau de vote numéro 2, au niveau de l'environnement, Saran Séré est première, Europe deuxième et Jeffiren est troisième. Et au niveau du bureau de vote du village de Passant, Rock est en tête avec 77 voix, suivi de Jeffiren Diabri, 44 voix, et Saran Sérémé est troisième avec 38 voix. Les résultats du bureau numéro 1 de l'action sociale de Tougan classe Rock en première position et 51 voix contre 47 voix pour Sarah Sérémé et Jeffiren Diabri est troisième avec 37 voix. Au niveau du bureau de vote numéro 1 du village de Ouatimouma, Sarah Sérémé est troisième, Jeffiren est deuxième et Rock occupe la première place. Rock Marc-Christian Kabouri est également en tête au niveau du bureau de vote numéro 1 du village de Pagnan et est suivi de près par Jeffiren Diabri. Saran Sérémé est largement en tête au niveau du bureau de vote numéro 1 du secteur 1 de Touga. Elle gagne 108 voix contre 67 pour Rock Marc-Christian Kabouri et 49 voix pour Jeffiren Diabri. Donc il faut dire que les gens sont
sont en train de travailler ici au site hier. Alors, on veille jusqu'à demain matin. Voilà, je vous remets l'antenne. Merci Bouma Ernest Nevieux. Je rappelle que vous étiez à Tougan, dans la province du Sourou, pour nous donner toutes ces informations, ce qui n'est pas étonnant pour Sarah Sérémé. Elle est originaire de cette région, elle est chez elle, Dieudonné. Oui, bon, vous savez aussi, bon, même dans les pays à tradition démocratique, il y a ce qu'on appelle les viviers, les fiefs des candidats. Bon, si vous êtes ici, on va parler non que ce sont ses parents. Non, il y a naturellement, que ce soit en France, aux États-Unis, chaque candidat a un bastion. Bon, souvent, bon, qu'on dit imprenable, mais gare à la première erreur et vraiment, il y a le retour du balancier et puis, bon, vraiment, et même souvent, il peut arriver qu'un autre candidat vienne tailler dans les croupières justement de ce fief-là. Ségolène avait gagné voilà, dans et le donc, Poitou-Charentes. ça, c'est normal que ça se remet, bon, quand même, Tougan. Bon, en bon Samo, que les Samo votent quand même leur sœur. C'est le moins, c'était le minimum. Oui, et alors, juste une question pour terminer avec vous, Germain Bitiou et Dieudonné. Vous l'avez dit, les favoris, c'est Roch et UPC, mais est-ce que, de votre avis, on peut s'attendre à un second tour? C'est votre vœu le plus... Écoutez, le second tour est tout dans l'ordre des possibles. Donc, c'est possible que le second tour arrive. Mais bon, je crois que si nous attendons une petite heure encore, nous saurons s'il y aura second tour ou pas. Parce qu'en tout cas, demain matin, en se réveillant, on saura qui, en tout cas, emporte vraiment, qui est en passe d'être élu au premier tour, ou si vraiment le duel va se poursuivre. Demain matin, oui, pour moi, malgré les sondages ou les convictions de ceux qui prétendent maîtriser la carte électorale du Burkina, pour moi, que Zef ou Roch gagne au premier ou second tour, je crois qu'ils ne s'en trouveront pas beaucoup qui vont crier au scandale parce que c'est vraiment normal. Et encore que ce n'est pas immérité d'aller au second tour et puis de gagner. Je pense que tout est jouable dans ce Burkina maintenant. Merci à tous les deux d'être venus. Germain Bitiou Nama, je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'événement. Et Dieudonné Zungrana, vous êtes directeur de publication de Aujourd'hui au Faso, que nous allons retrouver dans les kiosques ce matin même du lundi, où vous faites un éditorial sur les élections, une grande interrogation. L'événement mardi. Voilà. L'événement mardi également. Donc, nous aurons la primeur, tout à fait. Rendez-vous est pris. Merci à tous d'être... Sur le même pied d'égalité que les quotidiens. Merci à tous d'être venus. Merci bien. Merci. Et puis voilà, on va vous souhaiter une bonne nuit électorale, disons une matinée électorale. Oui, bonne continuation à vous. Bonne continuation, vraiment. Bon, et courage. Hein. Merci beaucoup, merci. Alors, Fousseni Kindo, je crois que nous allons à présent tenter d'entrer en contact avec Drissa Serré, qui se trouve donc à